Bonjour, bienvenue sur la chaîne AME-AFF pour cette deuxième rencontre hépato, avec pour thématique aujourd'hui la stéatopathie métabolique. Et ce quatrième épisode est consacré à la prise en charge de la stéatopathie métabolique. Je suis ravie d'accueillir pour cela le professeur Vlad Radiu de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à Paris et de l'Institut cardio-métabolique et nutrition. Bonjour Vlad. Bonjour Maëva. Alors première question, quel est l'objectif global de la prise en charge d'une stéatopathie métabolique pour nous, hépatogastroentérologues ? Alors la stéatohépatite métabolique, qu'on appelle communément la NASH, est une maladie multidisciplinaire. Donc la prise en charge du patient doit être multidisciplinaire. Il ne faut pas se focaliser que sur la maladie hépatique. Il faut faire en sorte à ce qu'on puisse identifier les comorbidités, recueillir les facteurs de risque cardiovasculaire, les traiter ou les corriger au mieux, et enfin se consacrer également à la maladie hépatique. Et l'objectif global dans la prise en charge spécifiquement de la maladie hépatique, c'est d'éviter la progression vers la cirrhose, puisque comme dans toutes les maladies chroniques du foie, l'essentiel des complications survient au stade de cirrhose. Alors nous allons commencer par la prise en charge du syndrome métabolique. Donc ces patients ont souvent une obésité ou un surpoids. Quel objectif doit-on leur fixer en termes de perte pondérale ? L'objectif est celui d'atteindre une perte pondérale durable dans le temps, qui soit suffisante pour limiter la progression des lésions hépatiques. Donc il faudrait avoir une perte pondérale d'au moins 5% de manière à ce que les lésions de nécrose et d'inflammation puissent régresser, voire plus. On admet qu'il faut une perte de poids d'au moins 10% pour que les lésions de fibrose régressent également. Donc je dirais que tout ce qui est au-delà de 5%, à condition de pouvoir la maintenir dans le temps, c'est un objectif qui est réaliste et qui peut avoir un impact sur l'évolution de la maladie. Tout ce qui est moindre va peut-être jouer sur la stéatose, mais probablement pas suffisamment sur les lésions d'inflammation et destruction hépatocytaire, et encore moins sur les voies de la fibrogénèse. Très bien, donc dans l'idéal 10%, mais déjà 5% de perte pondérale, c'est bien. Alors comment les aider à atteindre cet objectif ? On sait que les études montrent une claire efficacité du coaching par rapport à des simples conseils. En pratique, qu'est-ce que tu proposes ? Alors, ce qui frappe, c'est le décalage total entre ce que l'on a l'habitude de faire, nous, en tant qu'hépatologues, et tout ce qui est recommandé de faire quand on regarde du côté des nutritionnistes, des endocrinologues pour la prise en charge perte pondérale. La réalité, c'est que dans nos cliniques d'hépatogastroentérologie, on est très mal lotis en termes de personnel humain et de connaissances aussi, et d'assistance qu'on puisse donner aux malades, d'éducation thérapeutique pour favoriser une vraie perte de poids qui puisse être soutenue dans le long terme. Donc malheureusement, tout est à créer dans cet environnement des cliniques d'hépatogastro pour la prise en charge pondérale de ces patients-là. Il est évident que simplement le fait de dire aux gens qui doivent perdre du poids sans leur montrer s'il y a des erreurs alimentaires qu'ils font, s'il y a des ajustements diététiques qui doivent être faits, sans leur fournir l'assistance psychologique, sans leur mettre à disposition un programme structuré d'activité physique, c'est pratiquement se vouer à l'échec, parce que la plupart des patients n'arriveront pas à atteindre ces objectifs. Donc ce qu'il faudrait, c'est d'essayer d'avoir des structures qui intègrent à la fois des psychologues, des personnes qui aident à conseiller sur l'activité physique, des nutritionnistes et des diététiciens, si on veut qu'on ait un impact dans le long terme. D'accord, donc il faut renforcer nos collaborations avec les nutritionnistes. Est-ce que justement il y a un régime alimentaire à proposer préférentiel pour les nutritionnistes qui les prennent en charge ? Alors il y a une littérature très riche et souvent très complexe entre différents types de régimes. C'est très intéressant au plan cognitif. Quand on s'adresse à un patient donné hors tout essai, ce qui compte, c'est la faisabilité et l'adhésion du patient au régime. Donc à partir de là, tout ce qui fait perdre du poids est bon. Et globalement, cela revient à avoir une diminution globale des apports caloriques. Il y a quand même des choses importantes en termes de macronutriments qu'il faut connaître. Je pense qu'éviter au maximum l'apport de sucre, et en particulier les sucres d'origine industrielle, de ce qu'on appelle les processed foods, c'est-à-dire les aliments préparés de façon industrielle, est un point essentiel, puisqu'on sait le rôle délétère de cela. Éviter la consommation de boissons de type soda qui sont
sucrés à base de sucre particulier comme le fructose est également très important. Ensuite, idéalement, et c'est soutenu par des études cliniques, des régimes particuliers comme par exemple le régime méditerranéen ont montré qu'ils peuvent apporter des bénéfices au-delà de la perte de poids. Des bénéfices en termes d'amélioration de l'insulinorésistance, au-delà de la perte de poids ou même sans perte de poids particulièrement importante, et également des bénéfices peut-être, des études rétrospectives le suggèrent, en termes d'incidence des cancers. Donc autant que possible, conseiller également quelque chose qui se rapproche le plus d'un régime méditerranéen. D'accord. Donc en synthèse, un régime hypocalorique et de type méditerranéen avec peu de sucre industriel. On passe maintenant à l'activité physique. Plutôt endurance, plutôt renforcement musculaire? Quel est le rythme, la durée de ces séances d'activité physique? Là encore, dans la vraie vie, ce qui doit primer, c'est le pragmatisme et la faisabilité. Donc toute activité physique qui est supplémentaire par rapport à ce que le patient faisait auparavant sera bénéfique. Maintenant, il est évident qu'il y a une relation avec la durée. Et d'ailleurs, il ne faut pas des durées faramineuses d'exercice physique. On recommande habituellement 75 minutes 2 fois par semaine. Pour la plupart des patients, ce n'est pas un objectif atteignable. Mais il y a des études qui ont montré clairement qu'il y a un bénéfice sur la santé, même à partir de 15 minutes d'exercice quotidien. Donc ça, il faut le dire aux patients pour les encourager. Ensuite, le type d'exercice. Tout est important. Un aspect d'ailleurs important, au-delà de l'exercice, c'est ne pas oublier que ce qui va de pair avec l'exercice, c'est de combattre la sédentarité. On peut faire de l'exercice et quand on sort de la salle de sport, être parfaitement sédentaire le reste de la semaine. Et ben là, ça annule les effets bénéfiques de l'exercice. Donc combattre la sédentarité est une chose importante. Faire de l'exercice en est une autre. Quel type d'exercice? Ce qui est actuellement recommandé, c'est une combinaison à la fois d'exercices de type aérobie à visée cardiovasculaire et d'un exercice contre-résistance ou anaérobie qui a pour but principal de bâtir ou d'entretenir ou de maintenir la masse musculaire. Ça, c'est très important parce qu'une masse musculaire importante est essentielle au maintien d'une insulinosensibilité et une masse musculaire importante est également à risque d'être perdue quand on maigrit. Donc, ce qu'il faudrait idéalement, c'est de maigrir en éliminant la masse graisseuse, mais de garder une masse musculaire importante pour équilibrer l'insulinosensibilité et la glycémie. Donc, un mélange d'exercices aérobie et d'exercices contre résistance, c'est idéal. Parfait. Donc, en cas d'échec de ces règles hygiéno-diététiques, est-ce qu'on peut proposer une chirurgie bariatrique? Quelle est sa place? Quelle est son efficacité dans la stéatopathie métabolique? Oui. Alors, comme tu le sais, la chirurgie bariatrique, c'est une procédure extrêmement qui a beaucoup de succès en termes d'objectifs médicaux, mais qui, en général, dont l'indication en général nous échappe, puisque, sauf configuration très particulière, dans nos hôpitaux, ce ne sont pas nous-mêmes qui posons l'indication de la chirurgie bariatrique, ce sont nos collègues endocrinologues, diabétologues essentiellement. Donc la chirurgie bariatrique est une solution tout à fait reconnue et dont les bénéfices en termes de santé, et notamment de survie, ont été démontrés. Malheureusement, elle ne s'applique qu'à une sous-population de sujets qui ont une obésité morbide ou qui ont une obésité marquée au-delà de 35 de BMI avec déjà des comorbidités métaboliques importantes. Il est évident que cela ne concerne pas la majorité des sujets que l'on voit, nous, dans les cliniques des pathologies. Néanmoins, ce que l'on a appris, c'est que la chirurgie bariatrique chez ces sujets-là permet d'améliorer l'état hépatique considérablement. Ça permet de nettoyer des lésions de stéatohépatite, ça permet de faire régression la fibrose, et on a même des cas anecdotiques où la cirrhose régresse, quand elle n'est pas faite trop tard. Donc le message, c'est que l'état hépatique doit être pris en considération dans l'indication thérapeutique et que c'est un élément supplémentaire qui doit décider en faveur d'entreprendre cette chirurgie-là. Mais on n'est pas encore au point où ça devient l'indication principale ou prioritaire dans la décision d'une chirurgie bariatrique. Un point particulier qui reste à résoudre est dans quelle mesure la cirrhose est une contre-indication à la chirurgie bariatrique. Je pense que de futures études doivent éclaircir ce point-là, mais il me semble que la plupart de nos patients cirrhotiques dans cette maladie-là ne présentent pas un degré de dysfonctionnement hépatique tel ou d'hypertension portale telle qui justifie une contre-indication. Donc il ne faut pas hésiter à proposer ces patients-là pour chirurgie bariatrique s'ils en ont besoin par ailleurs.
D'accord. Donc en synthèse, c'est un traitement très efficace de la stéatopathie métabolique et ça doit être pris en considération, par exemple, dans les comorbidités qui sont susceptibles d'être améliorées. Voilà, en sachant également, et je me permets d'insister, parce qu'il y a maintenant beaucoup de travaux qui commencent à regarder le devenir à très long terme de ces sujets-là, beaucoup de sujets reprennent du poids. Donc c'est un traitement efficace, mais il y a encore des inconnus sur la durabilité de l'effet, notamment hépatique, et d'ailleurs sur le diabète également. On va passer maintenant au traitement médicamenteux des facteurs de risque métaboliques. Est-ce que tu peux nous dire quel est le meilleur hypolipémiant à donner en cas de dyslipidémie associée à la stéatopathie métabolique? Alors là, ma philosophie est la suivante. Comme je l'ai dit au début, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est veiller à ce que ces patients-là, que parfois nous voyons en premier, soient adressés à des spécialistes pour une prise en charge optimale de toutes leurs comorbidités ou de tous les autres facteurs de risque. Et à partir de là, je pense qu'il faut laisser le spécialiste décider sur le meilleur traitement du diabète ou de la dyslipidémie. Mais ce qu'il faut, c'est que le malade ait un traitement qui soit adressé, qu'ils aient une prise en charge. Et il ne faut surtout pas que l'état hépatique constitue une contre-indication à l'utilisation de ces médicaments, que ce soit dans le diabète ou que ce soit dans la prise en charge des perturbations lipidiques. Ça, c'est une chose importante. Ça rejoint la controverse sur les statines, qui n'a pas lieu d'être, puisqu'on sait maintenant que la stéatose n'est pas un facteur prédisposant à la toxicité des statines, que d'ailleurs l'hépatotoxicité des statines est quasi nulle, sauf cas tout à fait exceptionnel, qu'avoir des tests hépatiques perturbés ne doit pas contre-indiquer la prescription des statines, et que d'ailleurs souvent ceux-ci régressent si les statines sont efficaces. Et donc le message est beaucoup plus « n'ayez pas peur de l'état hépatique », ça fait partie de la prise en charge globale des patients. Maintenant, pour ce qui est de l'impact sur la maladie hépatique elle-même, pour l'instant, pour tout ce qui est fibrate, on n'a pas pur, c'est-à-dire PPAR alpha pur, qui sont utilisés dans les dyslipidémies, on n'a pas de démonstration de leur efficacité. Il y a des études rétrospectives qui suggèrent que les statines pourraient même avoir un rôle bénéfique, notamment sur la fibrose hépatique ou la prévention du carcinome hépatocellulaire, mais cela reste des études rétrospectives dont la causalité est toujours très incertaine. Très bien. Peut-être un mot sur les saignées qui sont encore largement pratiquées pour traiter l'hyperféritinémie associée à la stéatopathie métabolique. Il me semble que l'hyperféritinémie est une des manifestations satellites du syndrome métabolique et qu'elle est en fait liée à la présence d'un diabète ou d'une insulinorésistance et qu'elle ne reflète pas une surcharge en fer. À partir du moment où elle ne reflète pas une surcharge en fer, ça ne me paraît pas logique de faire des saignées. Je pense que de façon pragmatique, s'il y a une élévation importante de la ferritine et si elle s'accompagne d'une élévation de la saturation de la transférine, à ce moment-là, il est probablement justifié de rechercher une surcharge hépatique en fer surajoutée, probablement au mieux par des méthodes non invasives comme l'IRM. S'il n'y a pas une franche surcharge en fer, je ne vois pas quelle serait l'importance des saignées. On n'a pas montré qu'elle améliorait l'état hépatique. Si par contre il y a une surcharge hépatique en fer majeure, à ce moment-là, les saignées retrouvent toute leur place. On va passer maintenant au traitement médicamenteux spécifique de la stéatopathie métabolique. Est-ce qu'il y a des molécules approuvées dans la stéatopathie métabolique? Non. La vitamine E, quel est son mode d'action? Quelles sont ses indications? Quels sont ses risques? La vitamine E est un soi-disant antioxydant générique. Alors c'est vrai qu'on a une étude chez les adultes qui montre une amélioration histologique, pas reproduite par ailleurs. L'étude pédiatrique n'a pas reproduit la même efficacité sur tout le répertoire de l'activité histologique. Et donc, on ne sait pas très bien. On ne peut pas ignorer une étude qui existe, mais comme il faut garder les bons réflexes de méthodologie clinique, il faut qu'elle soit confirmée par des études plus larges, voire des études de phase 3 avant de l'accepter. Comme il n'y a pas de médicament approuvé pour cette indication-là et que c'est un médicament perçu comme une thérapie un peu naturelle, je pense qu'en attendant mieux, on pourrait le prescrire chez certains patients. Il faut se méfier de possibles effets secondaires de ce médicament-là. Il y a une controverse sur la mortalité cardiovasculaire à long terme. Il y a des données sur des accidents vasculaires cérébro-hémorragiques. Probablement, le risque est marginal. Il y a des données quand même qui ont été prouvées sur une augmentation chez les hommes de plus de 50 ans du cancer de la prostate, mais attention, seulement au bout de 3 ans d'évolution, de prise. Donc il faut garder ça en tête et je pense qu'on peut faire un essai dans les cas qui nous préoccupent, mais que si on ne voit pas une amélioration franche, notamment sur les transaminases, si elles étaient élevées au départ, il ne faut pas éviter à l'arrêter. Je pense que l'avenir viendra essentiellement des essais thérapeutiques plus que de ce vieux médicament.
Et si on l'instaure, c'est pour combien de temps ? Je pense qu'il faut réévaluer la situation 6 mois après. Si le patient a des transaminases élevées et que les transaminases se normalisent, à ce moment-là, on va la continuer. Personne ne sait combien de temps. Peut-être 2-3 ans, puis arrêter un peu, voir ce qui se passe. Si la situation métabolique s'est améliorée entre-temps, à ce moment-là, on peut faire une fenêtre thérapeutique. Si par contre, au bout de 6 mois, je dirais de façon très empirique, les transaminases n'ont pas baissé, je pense qu'on peut l'arrêter. D'accord. L'acide urso est encore prescrit alors qu'il ne serait pas efficace. Attention, il y a eu 2 études qui ont eu des évaluations histologiques après traitement qui n'ont pas montré d'efficacité histologique. Néanmoins, il y avait des problèmes méthodologiques, notamment dans le groupe placebo. Donc, on n'a pas la démonstration de l'efficacité histologique. Néanmoins, il y a une efficacité, je dirais, biochimique qui est frappante, avec parfois une baisse, voire une normalisation des transaminases. Donc, on aurait envie, là encore, en attendant les essais thérapeutiques, ou plutôt le résultat de cela, parce qu'ils sont déjà en route, de l'essayer chez des malades qui ont des formes exubérantes avec des transaminases élevées, mais il est évident qu'on ne peut pas le recommander dans la mesure où on n'a pas une démonstration de l'efficacité histologique. Donc à ce jour, il ne doit pas être prescrit. Est-ce que tu peux nous parler des molécules qui sont en cours de développement et qui ont passé la phase 3 ? Alors, on a la chance ces dernières années d'avoir vu vraiment une explosion de la recherche thérapeutique avec déjà une étape chez l'homme dans des phases très avancées de développement de plusieurs molécules. Et on peut citer bien entendu les 2 premières molécules qui sont arrivées en phase 3, l'acide obéticolique, qui est donc un agoniste FXR, qui est actuellement indiqué dans la cirrhose biliaire primitive, mais dont on possède des résultats solides sur l'efficacité histologique dans la stéatohépatite. Cette molécule est actuellement dans une très large étude de phase 3. Il en est de même de l'élafibranor, qui est une molécule très différente, qui est un double agoniste piperalpha et delta, dont on connaît maintenant l'efficacité histologique dans une étude de phase 2B et dont on connaît également dans plusieurs études de phase 2A l'efficacité métabolique sur les différents paramètres cardiométaboliques. Ces 2 molécules représentent un espoir certain dans cette maladie. Derrière, il y a d'autres agents pharmacologiques qui sont à l'essai, notamment là encore dans des phases 3 qui vont démarrer en France. C'est bien évidemment le cénicriviroc, un inhibiteur des chémokines qui pourrait jouer en tant qu'antifibrosant ou en tant que facteur qui limite la réaction inflammatoire. C'est également le selonsertib, qui est un inhibiteur des voies de l'inflammation à l'apoptose, qui bloque la signalisation par certaines voies qui favorisent l'insulinorésistance, l'accumulation de graisse, mais également des lésions d'inflammation et de fibrose, et qui ont montré des résultats très intéressants dans des petites études pilotes de phase 2A. Il y a également en développement des analogues du GLP-1. Ce sont des médicaments déjà utilisés dans le diabète, qui restent des médicaments à administration parentérale sous-cutanée, certains tous les jours, d'autres une fois par semaine. Ça peut poser un problème dans l'acceptabilité de ces traitements chez les patients avec stéatohépatite, mais qui ont un solide rationnel à la fois dans la correction de l'insulinorésistance, de la lipogénèse et peut-être aussi l'amélioration des lésions histologiques. Et à côté, donc après, il y a beaucoup de candidats qui sont dans des phases plus précoces de développement. Je pense que le message essentiel, c'est qu'il y a une recherche très active. Il faut que ces essais aboutissent. Il faut que nous consacrions du temps et de l'énergie à ce que ces essais thérapeutiques aboutissent, à ce qu'on crée nous-mêmes nos propres essais, et donc à ce qu'on puisse inclure des patients et faire ce qu'il faut pour que ces patients puissent participer à ces essais thérapeutiques. Faire ce qu'il faut, ça veut dire essentiellement faire des biopsies hépatiques de façon plus active qu'on ne le faisait auparavant, puisque maintenant, il y a des débouchés thérapeutiques. Donc, tu as cité plusieurs molécules. En synthèse, il y a plusieurs cibles d'action, puisque plusieurs mécanismes physiopathologiques intriqués. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, il y aura probablement une combinaison thérapeutique entre différentes classes pour traiter la stéatopathie métabolique ? Voilà, c'est une question qu'on nous pose très souvent. On a envie de dire bien entendu, puisqu'on sent bien qu'il faudrait agir de plusieurs façons, bloquer plusieurs voies, vu la redondance et la complexité de ces voies lésionnelles, pour tenter d'être efficace. Aussi, les résultats disponibles des études préliminaires nous montrent des taux de réponse qui ne sont pas faramineux, qui vont quelque part entre 20 et 30%. Donc pour cette raison-là aussi, on sent bien que si on veut avoir une majorité de patients qui répondent, il faudra probablement associer des molécules. Cela dit, ce n'est pas aussi facile à faire qu'à dire.
parce que pour arriver à ce stade-là, il faut déjà tester de façon très complète les molécules prises individuellement avant de tester leur association. Donc tout cela veut dire encore beaucoup d'années de travail, beaucoup d'essais thérapeutiques, et donc raison de plus de s'organiser en conséquence dans nos cliniques d'hépatogastroentérologie. Très bien. Et en synthèse, qui traiter? Difficile de répondre, sachant qu'on ne sait pas avec quoi déjà. Et peut-être certains médicaments montreront leur efficacité à certains stades de la maladie, d'autres à d'autres stades. Je dirais que de façon globale, en utilisant l'analogie finalement qu'on a dans toutes les maladies chroniques du foie et qu'on avait dans les hépatites virales, il faut traiter ceux qui ont la forme progressive de la maladie. C'est-à-dire pas les sujets qui ont juste une stéatose, mais ceux qui ont une stéatohépatite, numéro 1. Numéro 2, il ne faudra probablement pas traiter, alors par des médicaments, puisque je pense que c'est de ça que tu parles. Ouais. Par les médicaments, il ne faudrait probablement pas traiter tous les gens qui ont une stéatohépatite. Donc il faudrait traiter ceux qui ont montré qu'ils ont déjà progressé suffisamment en termes de fibrose. Donc ceux qui ont une quantité significative de fibrose. Donc au moins une fibrose en pont, voire le stade d'avant, qui est la fibrose stade 2 dans la classification histologique qui est propre à la NASH. Après, le problème devient complexe, puisque même s'il y a une indication d'un point de vue médical, il y aura des obstacles, disons, au remboursement, si on élargit beaucoup la population de sujets à traiter par un agent pharmacologique qui malheureusement ne sera pas bon marché. Donc après, le rationnel scientifique voudrait également qu'on traite des gens qui sont à un stade plus précoce de la maladie, mais qui ont une maladie très active, et donc en potentielle progression à court terme. Mais cela sera évidemment à mettre en balance contre l'accessibilité au traitement. C'est important aussi de dire qu'on pourra traiter des patients au stade de cirrhose, puisqu'il y a des molécules anti-apoptotiques en cours de développement. Donc il ne s'agira pas que des patients avec une NASH et de la fibrose. Et c'est important de traiter au stade de cirrhose, parce que la cirrhose reste, dans notre expérience et dans ce qui a été publié, très longtemps compensée. Donc ça donne une marge un intervalle de temps pour traiter la cirrhose. Mais après, une fois que ça se décompense, ça peut aller très très vite vers des formes d'insuffisance hépatique terminale où seule la greffe pourrait sauver le patient. Greffe qui d'ailleurs souvent n'est pas possible parce que les sujets sont déjà trop âgés ou ont trop de comorbidités qui augmentent le risque opératoire. Donc oui, il faudrait des médicaments pour la cirrhose. Ce qui n'est pas clair dans mon esprit, c'est si les mêmes médicaments qui vont traiter la NASH précirrhotique seront également efficaces au stade de cirrhose, parce que la problématique et les complications à prévenir sont différentes. Très bien, merci Vlad. Donc on retiendra qu'il faut une prise en charge multidisciplinaire pour ces patients, des règles hygiéno-diététiques qui associent un régime méditerranéen et de l'activité physique, des traitements médicamenteux qui ciblent chacun des facteurs de risque métabolique, mais de nombreuses molécules en cours de développement pour traiter spécifiquement les lésions d'hépatite et de fibrose. Parfait. Merci.